tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que c'est ma vidéo préférée de l'année. On va parler de mes lectures de 2024, de mes lectures préférées et également de celles qui m'ont le plus déçue. Habituellement, je vous parle uniquement de mes livres préférés sur une année. Ici, ça faisait pas énormément de matière, donc je me suis dit que j'allais rajouter 2 flops et puis j'aime bien voir ça chez les autres, donc je me suis dit que c'était sympa aussi de vous le partager. En 2024, je n'ai pas énormément lu, j'ai lu 51 romans, je suis déjà très contente parce que 2024 c'est l'année où je suis devenue maman, donc au début de ma grossesse je n'ai vraiment pas beaucoup lu et après avoir accouché j'ai quasiment rien lu pendant 2 mois. Donc 51 romans, je trouve que ça se défend pas mal et que c'est plutôt cool. Il n'y a pas eu beaucoup d'excellentes lectures au milieu de tout ça, il y a eu beaucoup de lectures sympas, beaucoup de bonnes lectures, mais pas tellement de lectures qui tiraient vraiment leur épingle du jeu et au final il n'y a qu'un seul vrai coup de cœur. C'est le dernier livre que je vous présenterai dans cette vidéo. J'ai fait un top 3 romans, mes 3 romans préférés de l'année. Je vais aussi vous parler d'un graphique que j'ai adoré et je vais commencer avec mes 2 flops. Je vous fais le menu mais à l'envers, je sais pas pourquoi je fais ça alors que normalement j'aime bien être quand même un petit peu organisée et ordonnée. Là j'ai pris le truc à l'envers, c'est pas très grave. On va commencer par les 2 flops. Les 2 flops, ça ne veut pas dire que ce sont les moins bonnes lectures de mon année, c'est plutôt que ce sont les 2 lectures qui m'ont le plus déçue cette année parce que j'en attendais beaucoup et que je pensais adorer. La première lecture c'est Puzzle de Franck Tillier. Je l'avais acheté pour me sortir d'une panne de lecture parce que j'étais persuadée que j'allais adorer ce roman. J'étais persuadée qu'on allait être dans un roman thriller psychologique dans un asile psychiatrique, peut-être à traiter de certaines pathologies psychiatriques et en fait on n'est pas du tout là-dedans dans ce roman. On est avec 2 personnages qui vont participer à une sorte de jeu de pistes dans la vie réelle. Ça commence sur internet et puis ça va se poursuivre dans la vie réelle et ça va se transformer en piège macabre et c'était un surenchaînement d'actions, ce qui n'est pas du tout mon style. J'aime pas les romans d'action, j'avais déjà eu la même déconvenue avec Le Cri de Nicolas Beuglet et j'ai retrouvé ça ici. C'est juste des actions qui s'enchaînent tout le temps et là où c'est censé divertir le lecteur, moi ça m'embête beaucoup et c'était pas du tout ce que je voulais retrouver. Et au final je ne sais pas trop si Tillier est un auteur pour moi parce que j'avais déjà lu des policiers de Tillier que j'avais bien aimé mais sans plus et là j'ai franchement pas trop aimé Puzzle. Le deuxième flop c'est La famille Seagrave de Joanna Quinn. C'est un roman qui sur le papier a typiquement tout pour me plaire. C'est une histoire de famille en Angleterre au début du XXe siècle. Autant vous dire que je partais franchement gagnante, même si les notes sur Livre Addict m'avaient déjà un peu refroidi, mais sur le papier j'étais plus que partante. C'est pas un mauvais roman, encore une fois, c'est simplement que je l'ai trouvé beaucoup trop long, un peu ennuyeux. On va suivre la destinée de Christabel, qui est la fille d'un homme qui a perdu sa femme, donc Christabel a perdu sa maman. Il va se remarier et on va suivre toute la destinée de cette jeune fille qui grandit dans une riche famille, qui a des aspirations totalement différentes de ce qu'on attend d'elle. Elle ne veut pas se cantonner au rôle de la femme passive qui reste à la maison, qui a des activités chastes, etc. Elle veut vivre sa vie comme si elle était un garçon. Elle veut avoir sa liberté. Et ça c'est très cool parce qu'il y a une grande dimension féministe dans le roman. Mais à côté de ça, je me suis énormément ennuyée. Le roman il fait 600 pages. C'était clairement très long, on part dans des directions auxquelles je m'attendais pas, notamment on s'appesantit beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'aspect conflit de la guerre, ce qui m'a moins intéressée. Et voilà, ça a été une déception globalement, j'étais très contente quand je l'ai terminé. On va maintenant laisser le négatif de côté et on va passer au positif. Je voulais d'abord vous parler de mon roman graphique préféré de l'année et c'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Ça faisait des années que je voulais lire ce roman graphique. Je pense que initialement il est sorti en 2017 chez Glénat et cette année ils l'ont ressorti en poche. Je trouve ça hyper chouette que Glénat se lance dans le format poche, parce que ça permet de découvrir des œuvres graphiques à moindre coût. Ici ça coûtait 10 €, donc ça vaut vraiment la peine. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée extrêmement émouvante, touchante, sensible. On suit le personnage de Lubin qui est un jeune acrobate. Il travaille également dans un supermarché sur le côté. Il a une vie bien remplie, il a des amis sur qui il peut compter, il a une petite amie avec qui ça se passe très bien.
Sa vie est globalement bien équilibrée et bien épanouie. Et un jour, lors d'un de ses numéros d'acrobatie, il va tomber sur la tête et un drôle d'événement va survenir à ce moment-là. Il va ne plus être conscient un jour sur deux. C'est-à-dire que la première fois que ça lui arrive, il se réveille, il est persuadé qu'on est par exemple jeudi et en fait non, on est vendredi et il se rend compte qu'il a raté toute une journée. Tous ses amis se sont énormément inquiétés, il a reçu plein d'appels, etc. Il comprend pas ce qui s'est passé. Et en fait, ça va devenir récurrent. Il va chaque fois manquer une journée sur deux, une journée où il est juste absent. Et très vite, il va comprendre qu'une autre personnalité en lui prend possession de son corps cette journée-là et qu'il ne peut rien faire contre ça et ça va prendre de plus en plus d'ampleur. C'est un roman qui est, comme je vous le disais, très sensible, très émouvant. J'ai eu les larmes aux yeux en le lisant. On aborde beaucoup de thématiques d'amour fraternel, j'allais dire, parce qu'on est presque là-dedans, mais plutôt d'amour amical. C'est très fort, ça m'a énormément plu. On se pose beaucoup de questions d'identité également. C'est un roman graphique qui m'a marqué, que je sais que je relirai parce que je l'ai trouvé très beau. J'ai bien aimé le dessin également, c'est pas mon type de dessin préféré, ça reste un dessin très classique. Mais ce que je trouve vraiment bien fait, c'est qu'on a deux personnages qui cohabitent dans le même corps et pour autant c'est jamais confus. On comprend toujours à qui on a affaire et c'est très bien fait et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. On va maintenant rentrer dans mon top 3 romans. En troisième position, c'est un roman de Melissa d'Acosta. J'en ai eu 2 cette année, mais j'ai décidé de mettre dans ce top 3 Les femmes du bout du monde. C'est une grande surprise ce roman. Quand je l'ai ouvert, je ne m'attendais pas du tout à ça. On est un petit peu sur un ovni au niveau de ce que fait Melissa d'Acosta. Après, c'est vrai que Melissa d'Acosta est une autrice qui a tendance à pas mal se réinventer et à proposer souvent de nouvelles choses. J'avais déjà été très surprise en lisant La Doublure, par exemple, qui est totalement différent de ce qu'elle propose d'habitude. Et dans Les femmes du bout du monde, on n'est pas dans un roman noir comme La Doublure, c'est simplement qu'on est dans quelque chose de moins grand public que ce qu'elle propose habituellement et de plus introspectif, et ça n'a clairement pas été pour me déplaire. Le personnage de Flore décide de quitter Paris parce que sa vie ne lui convient plus, elle sort d'une relation amoureuse qui s'est très mal finie. Elle a fait des choses qu'elle regrette profondément et la seule solution, selon elle, est de quitter Paris, quitter la France et d'aller s'installer à l'autre bout du monde. Et elle part direction la Nouvelle-Zélande. Là-bas, elle va commencer à travailler dans un camping qui est tenu par une mère et sa fille, qui vivent complètement coupées du monde. Elles sont loin de tout, de toute forme de civilisation, surtout l'hiver où elles sont pour la plupart du temps seules. Et Flore va venir travailler avec elle. En échange de son travail, elle est logée et nourrie et elle va cohabiter avec ces femmes, apprendre avec elles à gérer le camping, mais également apprendre énormément de choses sur la faune et la flore néo-zélandaise. Ce que j'ai trouvé génial, c'est déjà toutes ces relations entre ces femmes. J'ai trouvé ça super fin, super subtil. Je trouve que Melissa d'Acosta est vraiment très douée pour dépeindre les sentiments humains et les relations qui lient les humains entre eux. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Ça m'a énormément plu. J'ai adoré également tout le volet nature de ce roman et surtout tout ce qui est description des animaux parce que Millie, la jeune femme qui vit dans le camping avec sa mère, elle n'a jamais rien connu d'autre et elle a peut-être d'autres aspirations que ça, mais c'est sa vie et c'est comme ça. Et elle va faire découvrir à Flore toutes les espèces animales qui vivent autour d'elle et c'est absolument incroyable. Et ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est qu'on va nous raconter des légendes maoris parce qu'il y a certains personnages de la communauté maori dans l'histoire et ça rajoute quelque chose de très original. Je n'avais jamais lu sur cette communauté et j'ai vraiment aimé ce roman. Je l'ai refermé avec beaucoup d'émotion, beaucoup de peine de quitter les personnages et ça a été une franche réussite pour moi. Un roman qui m'a prise aux tripes, c'est Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. C'est un roman sur le parcours d'une femme, sur sa maternité en particulier. Mais même si on n'est pas mère, je pense que c'est un roman qui parle à beaucoup de gens parce que c'est un roman de vie en fait. C'est un roman qui va être une fresque sur des années de la vie d'une femme. D'abord quand elle est jeune fille, quand elle devient femme et puis quand elle devient mère. Et elle va traverser énormément d'événements dans la vie. Il y a un événement qui va venir faire basculer l'histoire, qui va venir un peu faire basculer l'intrigue.
mais ne vous attendez pas à un roman avec beaucoup d'événements. C'est un petit peu comme Les femmes du bout du monde, c'est des romans plus sur la vie qui passe, des personnages qui paraissent totalement réels, des personnages qu'on pourrait rencontrer. Ici, le personnage fort, c'est Eleanor, qui est une femme que... Enfin, un personnage, j'ai l'impression que c'est une vraie femme, comme je vous le dis. C'est un personnage que je n'oublierai pas. C'est un personnage qui est d'une résilience et d'une force incroyable. Le roman s'ouvre sur une scène familiale où on comprend que la famille est un peu détruite, qu'il s'est passé quelque chose. Elle a 3 enfants. On comprend que certaines choses se sont passées et puis on retourne dans le passé pour comprendre toute son histoire. Eleanor, c'est un personnage qui se satisfait pleinement de son rôle de mère. Elle est écrivaine à la base, mais elle ressent pas le besoin d'être autre chose qu'une maman. C'est ça qui la révèle à elle-même, c'est ça qui fait son bonheur, malgré tout ce que ça peut entraîner avec, c'est-à-dire qu'elle va avoir énormément de charge mentale parce que c'est elle qui gère tout à la maison, y compris l'aspect financier. Son mari se repose énormément sur elle et elle va devoir faire preuve d'énormément de force pour les épreuves que la vie va lui envoyer. C'est plein d'injustices. Moi, il y a des moments où ça m'a clairement révoltée et énervée, mais c'est très beau, c'est très fort. Si vous aimez ce genre d'histoire de famille très réaliste, je pense que ça devrait vous plaire. Et je vais terminer cette vidéo avec mon coup de cœur de 2024 qui est Les raisins de la colère de John Steinbeck, qui est un roman classique que je voulais lire depuis des années et je me suis enfin lancée. C'est vrai que j'avais un peu peur parce que c'est un roman assez long, écrit tout petit, c'est très dense, c'est du classique. Mais je suis tellement heureuse de m'être lancée. C'est de nouveau l'histoire d'une famille. Vous voyez que c'est quelque chose qui me plaît globalement. J'aime les histoires de famille et j'aime les histoires de famille un peu torturées, un peu compliquées. Et c'est ce qu'on a ici. C'est clairement une histoire de famille compliquée. On commence le roman avec un personnage qui, je pense, s'appelle Tom, mais j'ai un doute. Ça n'a pas tellement d'importance. En tout cas, c'est un jeune homme qui sort de prison et qui veut retrouver sa famille en Oklahoma. Il est fils de métayer, ses parents gèrent une ferme et on est à l'époque de l'industrialisation, c'est-à-dire que le travail des hommes va peu à peu être remplacé par le travail de machines et surtout pour ce qui concerne les fermes, on estime que les machines vont être beaucoup plus efficaces et qu'on n'a plus besoin de ces métayers. Et donc ils vont tous être chassés des fermes et la famille de Tom, on va dire, apprend qu'en Californie on recherche énormément de main d'œuvre et qu'il y a beaucoup de travail pour tout le monde là-bas. Toute la famille s'embarque dans un énorme périple à travers les États-Unis pour rejoindre la Californie et pour rejoindre cet Éden qui pourra leur procurer la prospérité, la richesse. Ils partent tous ensemble, ils vont pas être les seuls. C'est pas un secret qu'en Californie il y a du travail et donc toutes les familles de l'Est se dirige vers l'Ouest et tout le monde fait ce grand chemin ensemble. Et forcément ça crée de la concurrence et forcément on se doute que les choses vont pas si bien tourner qu'on le pense, sinon ça ferait pas 600 pages. Si c'était juste on va en Californie et tout se passe bien. Ça va être un voyage très compliqué, les moyens financiers sont très limités. J'ai adoré parce que c'est vraiment dépeindre le capitalisme de manière frontale, sans chichi. En même temps, c'est dépeindre cette Amérique rurale, pauvre. Et je trouve que John Steinbeck fait ça brillamment parce qu'il ne nous plonge pas dans le pathos. En même temps, on a énormément d'empathie pour cette famille. Il nous présente des personnages qui sont pleins d'aspérité, qui sont clairement pas parfaits, ils sont pas forcément gentils, ils sont pas forcément bons. Ils ont des gros défauts. Mais on est quand même attaché à eux. Moi j'étais surtout attachée au personnage de la mère et je me suis laissée embarquer et j'ai adoré. C'est très dur, il faut le savoir. Il n'y a pas beaucoup de moments de réjouissance dans le roman, mais ça fonctionne. C'est un grand roman américain. Si on veut comprendre un petit peu comment ont fonctionné les États-Unis au XXe siècle, je pense que ça peut être une bonne piste d'entrée. On traverse plein d'états, on rencontre plein de personnages. Et c'est vraiment génial. Et alors au niveau narratif, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'on suit en parallèle l'histoire de la famille en tant que telle. C'est des chapitres assez longs et assez immersifs.
Et on a quelques chapitres sur la vie aux États-Unis à cette époque-là, où on va être par exemple dans un resto-route, on va voir les allées-venues des personnes qui traversent les États-Unis pour trouver du travail. Et nous on est un peu passifs dans ces chapitres-là, on voit juste ce qui se passe et comment c'est perçu. On va aussi voir, je sais pas moi, la récolte du coton dans les champs et voilà, ça apporte beaucoup de profondeur au roman, mais évidemment ce qu'on préfère c'est suivre cette famille. J'ai adoré. Ce n'est pas difficile à lire, le niveau de langue etc c'est pas trop compliqué, c'est simplement que c'est très dense et qu'il faut avoir envie de se lancer dedans et il faut quand même avoir une certaine motivation parce que c'est un bon petit morceau, mais c'est génial et moi j'ai adoré et je sais que je n'oublierai pas ce roman. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle a été votre meilleure lecture de 2024 pour que je puisse jeter un œil à tout ça. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!